Quand un écrivain prend la plume, ses responsabilités sont considérables. Histoire vivante, proposée par Irène Chaland et Jean Leclerc. Ah oui, j'ai vécu en face des châteaux, à Rosenborg, à Copenhague, d'autres châteaux, puis des chaumières, et puis des cellules. Je connais bien des châteaux. À ce moment, la porte s'ouvre et M. Céline vient vers moi à pas rapide, puis il dit « Non, monsieur, je ne puis rien vous dire, je suis dans un état effroyable, je suis malade, je suis très malade, n'est-ce pas ?» Alors évidemment, les écrivains qui conçoivent l'art comme un instrument au service de la perpétuation de l'ordre social, du maintien de l'ordre social, se sentent d'emblée proches du régime de Vichy, dont c'est le programme. D'ailleurs, font partie des idéologues qui vont définir ce programme. Il est difficile de changer le style, c'est même impossible. Moi, je ne crois pas que ça me soit arrivé. De toute façon, d'une manière générale, c'est que ceux qui croient être les plus proches, ceux qui sont les spécialistes de Céline, sont ceux qui lui font le plus de mal. Il procède à une inversion qui, pour le coup, est véritablement satanique, puisqu'il se présente comme une victime. Au fond, le juif, c'est lui. Et je crois vrai en disant que j'ai été injustement traité. J'ai été dépouillé, dévalisé, pillé, salopé, ignominié de tous les côtés. Pour des gens qui n'en valent pas la peine. Voilà exactement ce que je pense. Cette semaine, Céline. Du voyage à Meudon, itinéraire du docteur Détouche. Comment la littérature a-t-elle affronté le XXe siècle ? Quelles questions aimerait-on poser à Louis-Ferdinand Céline ? Avoir plusieurs rôles, plusieurs facettes, n'est-ce pas naturel ? N'est-ce pas plausible pour un écrivain ? Pouvons-nous juger des écrits d'un homme ? Et si oui, qui peut le faire ? Et si oui, malgré tout, qui devrait éviter ? Si l'on faisait le procès de Louis-Ferdinand Céline, finirait-il par être condamné ou gracié ? Nous l'évoquions en début de semaine, 50 ans après la mort du docteur Louis Détouche, alias Louis-Ferdinand Céline, le 1er juillet 1961 dans sa villa de Meudon, son cas fait toujours débat. Comme l'a encore rappelé son retrait du recueil des célébrations nationales au début de l'année 2011, décision prise par le ministre français de la Culture Frédéric Mitterrand à la demande de l'avocat Serge Klarsfeld. Céline, écrivain de génie, pamphlétaire impardonnable. Les camps semblent autant partagés que du vivant de Céline. Le procès Céline, c'est le nouveau documentaire d'Histoire vivante. Pour en parler, rencontre avec Antoine Demeaux. Je vais vous demander tout d'abord de vous présenter aux auditeurs de la radio suisse romande, s'il vous plaît. Alors bonjour, je m'appelle Antoine Demeaux. Je suis écrivain et réalisateur de documentaires, plus réalisateur de documentaires qu'écrivain ces temps-ci, sachant que je gagne ma vie en faisant ces films et que ça me demande beaucoup de travail. J'ai réalisé plusieurs films depuis quelques années. Mon premier, c'était sur la compagnie Renaud-Barrault, et c'était les mémoires de Simone Valère et Jean de Sailly, juste avant leur mort, à partir des archives que Jean de Sailly avait filmées pendant 20 ans de compagnie Renaud-Barrault. J'ai fait aussi des films sur la littérature, dont un portrait de Patrick Modiano pour la collection Empreinte de France 5, la chaîne française France 5, qui était un film extrêmement intéressant à faire avec Bernard Pivot comme auteur, qui connaît Modiano depuis toujours. C'est le journaliste qui lui a écrit le premier mot de félicitations pour son premier livre. Donc il y avait une vraie complicité entre eux et ça nous a permis de faire un très beau film. Et puis bon, j'ai fait aussi des films sur divers sujets. Enfin, j'ai fait un portrait de Philippe Noiret pour Arte. Et plus récemment, donc on m'a proposé de réaliser ce film sur Louis-Ferdinand Céline pour les 50 ans de sa mort, avec en collaboration donc avec un auteur qui est un vieux célinien qui s'appelle Alain Moreau et qui avait déjà été l'auteur du portrait de Céline pour la collection Un siècle d'écrivains de France 3 il y a quelques années de ça. Donc le défi, c'était de faire quelque chose d'un peu nouveau,
sur Louis-Ferdinand Céline, qui est un écrivain majeur, comme chacun sait, et en même temps sans doute un de ceux qui suscite le plus de polémiques encore aujourd'hui. Et donc forcément, quand il y a ces deux éléments, il y a un peu de mystère, et c'était intéressant d'essayer de trouver une voie un peu cinématographique pour approcher ce mystère. Alors Antoine Demeaux, avant que nous revenions à Louis-Ferdinand Céline, le sulfureux, le maudit, enfin on ne sait pas le nombre, la liste des qualificatifs qu'il faut aller chercher pour le qualifier précisément, pour le doublon, restons un moment sur le Antoine Demeaux écrivain. Romancier, essayiste, Écoutez, poète. je le dis de façon très modeste parce que c'est vrai que le mot écrivain est un mot simple. Maintenant, c'est vrai que c'est aussi un titre que l'on décerne et bon, il y a peut-être un peu d'immodestie de ma part à me baptiser ainsi. Mais j'ai publié un livre il y a quelques années qui s'appelle L'Ultime Désert chez Phébus, l'éditeur Phébus, qui est à la fois une biographie, un essai, un récit de voyage sur les traces d'un personnage des années 30 qui s'appelle Michel Vieuxchange, qui était le premier Européen à se rendre dans une ville du Sahara occidental qui s'appelle Smara. Et donc, il a fait ce voyage à l'âge de 26 ans avec les moyens du bord. Il avait comme seul appui son frère qui était un peu en arrière-garde et il s'était dissimulé dans une caravane berbère. Il a fait ce voyage qui a duré 2 mois et demi et à son retour, il est mort d'épuisement. Il a réussi à aller dans cette fameuse ville, mais il est mort d'épuisement à son retour. C'est une sorte de René Caillé, si vous voulez, du XXe siècle avec une trajectoire à la Rimbaud, quoi, pour résumer. Et il se trouve que il était tellement pieds et poings liés finalement aux mains de ses guides pendant ce voyage que la seule chose qu'il pouvait faire c'était tenir son journal de route. Donc il a noirci des carnets, c'était vraiment son activité principale. Et donc son livre publié après sa mort, qui s'appelle Smara, c'était en fait son journal de route que Paul Claudel, qui l'avait préfacé à l'époque, avait baptisé un journal de découverte et d'agonie. Et donc j'ai écrit un essai sur ce personnage qui a été mon premier livre. Et puis sinon, comme je vous disais, mon activité de réalisation de documentaires m'a pris beaucoup de temps. Donc là, j'ai un roman qui est en voie d'achèvement, mais qui n'est pas encore publié. Et puis bon, sinon, j'ai fait 2-3 choses qui sont moins importantes à signaler. Une autre activité importante qui a un rapport avec le cinéma que j'ai fait ces dernières années, c'était d'écrire avec Philippe Noiret ses mémoires. J'étais son collaborateur de plume, donc ça aussi, c'était une grande expérience. D'où j'ai tiré un film. C'est pour ça que je mentionne l'activité d'écrivain aussi, c'est que il y a un principe de vase communicant avec les films documentaires pour la télévision. Le livre sur Michel Vieuxchange, on en a fait un documentaire quelques années plus tard avec Jacques Tréfouel comme réalisateur. Moi, cette fois-ci, j'étais auteur, qui s'appelle À la recherche de Michel Vieuxchange. Et puis sinon, Philippe Noiret, c'est quelqu'un que je connaissais avant sa mort, que j'aimais beaucoup, que j'ai accompagné donc dans ces derniers mois pour l'écriture de ses mémoires, puisque le livre a été achevé de façon posthume et publié quelques mois après sa mort. Et donc, du coup, cette expérience qui pour moi était extrêmement forte a débouché aussi sur un film, ce portrait que j'ai fait pour Arte en 2008, qui a été diffusé en 2009. Et qui, je crois, a été diffusé d'ailleurs sur la télévision suisse romande. Tout à fait. Et dans votre construction, par quoi êtes-vous passé pour votre formation professionnelle ? Moi, j'ai une formation de généraliste, si je veux dire. C'est-à-dire que il y a une chose merveilleuse en France. Ça tombe bien, puisqu'on va parler de Céline à un moment ou à un autre, il faudra bien passer par la case médecine. Voilà. Alors moi, ma médecine, c'était ce qu'on appelle l'hypocagne et la cagne. Je pense que... Donc les lettres. Vos auditeurs connaissent ça. Oui, c'est les lettres, mais c'est les matières littéraires en général. Il y a de la philosophie, il y a de l'histoire, il y a de la géographie. Moi, j'étais spécialiste d'histoire-géographie. Mais bien sûr, mon tempérament était premièrement littéraire. Donc, mais alors plutôt tendance premier de la classe, Antoine Demeaux, parce que Cagne et Hypocagne, ça suppose un peu. Vous savez, les carrières scolaires, c'est très long, surtout à notre époque. Donc il y a des moments où on est premier de la classe, d'autres moments où on ne l'est pas. Donc c'est difficile de. Vous avez parfois vu le radiateur de près. Oui, il m'a rendu des services. Alors écoutez, Antoine Demeaux, tout de suite, un premier extrait de votre documentaire. C'est à voir dimanche soir sur RTS2. À tout de suite. Mais qui est le vrai Louis-Ferdinand Céline ? L'ouverture de son procès débuterait comme ça. Nous sommes en 1932. Un inconnu débarque dans le paysage littéraire avec un ouvrage inclassable, Voyage au bout de la nuit. Rien dans l'histoire de la littérature ne semble pouvoir être comparé à la déflagration causée par ce récit roman, sorte d'opéra tintamarre. Si inclassable,
que Gallimard l'avait refusé en manuscrit et que le prix Goncourt l'écartera. Tout est installé dans le siècle, et on se dit, quand on arrive au début des années 30, on se dit, bon, c'est fini, c'est plié. Les grands écrivains, on les connaît. Ils débarquent, et en 15 jours, ils donnent le chef-d'œuvre du siècle. Les plus intelligents ont bien compris qu'il les démodait tous, et qu'il les démodera tous par le futur. Voyage au bout de la nuit dénonce comme jamais l'absurdité de la guerre, la criminelle bêtise du colonialisme, l'abrutissement par l'industrialisation, la misère des banlieues, la pitoyable solitude des hommes. D'emblée, avec son incipit en 5 mots, ça a débuté comme ça. Voyage au bout de la nuit nous embarque, comme en galère, dans la nuit de Bardamu, engagé volontaire dans la Grande Guerre, vite blessé, vite déçu. Le voyage s'achève après 18 ans d'errance, quand la nuit a rendu raison à la mort. On est puceau de l'horreur comme on l'est de la volupté. Comment aurais-je pu me douter, moi, de cette horreur en quittant la place Clichy? Qui aurait pu prévoir avant d'entrer dans la guerre tout ce que contenait la sale âme héroïque et fainéante des hommes? À présent, j'étais pris dans cette fuite en masse, vers le meurtre en commun, vers le feu. Il existe pour le pauvre en ce monde 2 grandes manières de crever. Soit par l'indifférence absolue de vos semblables en temps de paix, ou par la passion homicide des mêmes en la guerre venue. S'ils se mettent à penser à vous, c'est à votre torture qu'ils songent aussitôt les autres, et rien qu'à ça. On ne les intéresse que saignant, les salauds. Au siècle de l'horreur absolue, qu'est le XXe siècle, il y a une voix tout à coup qui surgit et qui était à la mesure de cette horreur. Et cette voix, c'est l'écriture de Céline. Le monde, la planète, déchiquette des humains, lui, il va utiliser la langue et son génie littéraire pour déchiqueter le monde. Je te trouverai charogne, un vilain soir. Je te ferai dans les mires 2 grands trous noirs. Ton âme de vache dans la transe peut prendre à du champ. Tu verras cette belle assistance, tu verras voir comment que l'on danse au grand cimetière des bons enfants. Mais voici tant enfance et son petit Léo. Voici Clémentine et le vaillant Toto. Faut-il dire à ses potes que la fête est finie? Au diable ta sorte cardon, m'importe, au malfraté crasse que le vent emporte, feuille morte souci. Histoire vivante, cette semaine, Céline. Suite de l'entretien avec Antoine Demeaux, réalisateur du documentaire Le procès Céline. Voilà, nous venons d'entendre un premier extrait de ce documentaire, Le procès Céline, c'est à voir dimanche soir sur RTS 2. Ce documentaire, qui est le nouveau documentaire d'Histoire vivante, est signé Antoine Demeaux, qui est avec nous aujourd'hui en duplex depuis Paris. Merci d'être au micro d'Histoire vivante. Documentaire sur Céline sous forme d'un procès. Alors, toute première question, étiez-vous célinien vous-même? Êtes-vous tombé dans cette marmite par le jeu des rencontres et le hasard de la vie? Antoine Demeaux? Alors, d'abord, je précise que ce film est signé Antoine Demeaux et Alain Moreau. Nous sommes 2, finalement, à signer ce film. Moi, je suis le réalisateur et Alain Moreau en est l'auteur. C'est un film qui s'est fait à 2. L'auteur, ça signifie qu'il a contribué, si vous voulez, à l'écriture du scénario et qu'il a écrit le commentaire du film. Il a participé aussi aux entretiens que nous avons faits. Et moi, je me suis occupé de la mise en image, si vous voulez, et également de l'écriture scénaristique de ce film. Et vous nous le disiez en préambule, Moreau, lui, est un vieux célinien. Voilà. Bon, comme vous moi, je suis un peu plus jeune que lui. J'ai une trentaine bien sonnée. Enfin, je suis au seuil de la quarantaine, alors que lui a une vie très dense derrière lui. Il a fait toutes sortes de métiers, notamment d'éditeur, d'auteur, des moments extrêmement forts dans sa carrière d'éditeur. Enfin, c'était un éditeur assez libertaire, si vous voulez, donc un peu dans cette veine-là de Céline, justement. Et je crois que Céline, en fait, c'est quelqu'un qui, à
Alain Moreau, enfin je voudrais pas parler trop à sa place parce qu'il le ferait 10 fois mieux que moi, mais c'est quelqu'un qui a été toujours dans sa vie sauvé par Céline, quoi. Il l'a rencontré, je crois, dans des circonstances, il était au fin fond de la Nouvelle-Calédonie, militaire dans sa jeunesse, enfin c'était pas une période forcément très facile pour lui, et il est tombé sur Le Voyage au bout de la nuit et ça a été une révélation, si vous voulez, ça l'a accompagné toute sa vie. Donc c'est cet auteur que j'ai eu à mes côtés pour faire ce film, et c'est vrai que c'était très important d'avoir quelqu'un qui avait non seulement une légitimité pour parler de Céline, parce qu'il l'avait accompagné, enfin Céline l'avait accompagné pendant toute sa vie, et puis en même temps il avait cette sensibilité, quoi. Alors, bon, moi je suis aussi un lecteur de Céline, c'est quelqu'un qui m'a toujours incroyablement impressionné, j'ai adoré ses livres, que ce soit les romans, les 2 premiers romans, ou alors la trilogie allemande où il raconte son errance. Bon, c'est vrai que j'étais pas le célinien qui va chercher les pamphlets antisémites qui ont des qualités littéraires. D'ailleurs, je crois qu'on les a montrés. On a essayé de les faire sentir justement dans le film enfin, on y reviendra sans doute, dans le film que nous avons fait, puisque c'est une des raisons de leur succès incroyable avant la guerre. J'étais pas un célinien qui collectionnait toutes les choses sur Céline, mais c'est vrai que c'est un personnage qui me fascinait, dont je sentais la singularité. Donc quand on m'a proposé de m'occuper de ce projet, ça m'a enthousiasmé. Entre l'idée que vous en faisiez en tant que lecteur et l'approche, disons, plus incarnée qu'a dû représenter les échanges avec Alain Moreau, comment s'est transformé, s'est métamorphosé peut-être le portrait de Céline que vous aviez en vous, Antoine de Meaux? Je ne pense pas avoir changé d'avis sur Céline, au contraire, mes intuitions étaient plutôt confortées. C'est vrai que c'est un personnage qui garde quand même son mystère, parce que bon, il est quand même assez... c'est toujours difficile avec Céline de distinguer ce qui relève du discours, de la provocation, de la littérature, de l'idéologie. Tout est intimement mêlé et tout participe à la même œuvre. Donc, ce qui m'intéressait, c'était d'approcher encore plus le personnage et de faire sentir sa singularité finalement. En fait, j'étais animé par un désir d'être juste quand j'ai abordé ce film, parce que je pense que c'est très difficile de traiter ce genre de sujet sans tomber dans les poncifs ou dans les bons sentiments. Il est évident que les choix idéologiques de Céline nous révulsent aujourd'hui et nous le rendent vraiment incompréhensible. Donc je voulais faire un film qui soit équilibré de ce point de vue-là. Et c'est vrai que le format de 52 minutes n'est pas très facile pour ça, parce qu'il faudrait rentrer dans les détails, apporter de la nuance, et dans 52 minutes on peut le faire, mais pas dans des proportions non plus inépuisables. Donc c'est vrai que quand on a eu cette idée de procès, on s'est rendu compte qu'on avait peut-être un dispositif de film qui nous permettrait de dire des choses dans un documentaire qu'on n'aurait pas pu dire autrement finalement. Et c'est pour ça que nous sommes engouffrés dans cette brèche. Autrement dit, ça a été une trouvaille aux 2 auteurs, Alain Moreau et vous-même. Alors, l'idée du procès, c'était, je crois, c'était mon idée, mais Alain l'a tout de suite reprise à son compte, et vous savez, les films, c'est des œuvres à plusieurs mains, hein, tout le monde participe et apporte des choses, et pas seulement d'ailleurs les 2 auteurs, mais aussi les producteurs. Il faut citer Programme 33 qui a complètement, qui nous a accompagnés dans ce travail, et c'est vrai que c'est une société qui est très, où les producteurs sont des gens cultivés, qui comprennent les choses, qui nous donnent vraiment les moyens d'aller là où on veut aller, et c'est pas toujours le cas. Et puis bon, il y a aussi le monteur, en l'occurrence il s'appelle Stéphane Hutter. Ce sont des gens qui apportent énormément à la fabrication d'un film comme ça, quoi. Quand on est réalisateur, on a absolument besoin d'avoir autour de soi des gens avec qui on peut échanger, avec qui on peut dialoguer, qui ont une sagesse, qui vous apportent leur sagesse finalement. C'est un travail très subtil de ce point de vue-là. Dans cette machine à remonter le temps de l'écrit, le temps littéraire, une question est notamment posée dans votre documentaire, Antoine de Meaux. Comment la littérature a affronté le XXe siècle? Elle est posée par un de vos intervenants. On pourrait même élargir en disant comment l'écrit affronte le XXe siècle. Parce que l'écrit de la fin du XIXe et du début du XXe est d'une sauvagerie dont on n'a quasiment pas idée, ou si oui, on l'a notamment quand on ouvre un ouvrage de Céline. Mais il est intéressant de noter que
si on avait dû mettre en procès un homme comme Drummond, qui était le rédacteur en chef de La Libre Parole au temps de l'affaire Dreyfus, et qui est l'un des hommes qui a fabriqué l'affaire Dreyfus en tant que rédacteur en chef, il serait probablement dans nos tempéraments et nos mentalités d'aujourd'hui, probablement sous le coup d'une condamnation, principalement en France notamment, où ces choses-là passent sous le coup de la loi. Je suppose qu'il a été difficile de manier ces recontextualisations qui permettent de, sinon de comprendre, enfin si, au moins de comprendre, évidemment pas de justifier, mais de comprendre dans quel jus tout cela se passe. Antoine Demeaux. De toute façon, il est certain que tout l'arsenal législatif contre ce type de prise de position qu'on sait maintenant mortifère, ça n'a pu se faire qu'après finalement la catastrophe, après la Shoah, et quand on a pu mesurer à quel point finalement l'expression de la haine débordante finalement outrepassait le juste exercice de la liberté d'expression au point de pervertir entièrement le débat public. Donc c'est vrai que ça c'est une part de recontextualisation que nous avons dû faire et qui apparaît dans le film. Mais c'est vrai que vous parliez de la façon dont la littérature a affronté le XXe siècle. Je crois que c'est un élément essentiel en ce qui concerne Céline. Céline, et nous le montrons dans le film, c'est quelqu'un qui a été marqué au fer rouge par l'expérience de la Première Guerre mondiale. Il a été simple soldat, il a été blessé très vite dans les débuts de la guerre, et comme des milliers d'ailleurs d'autres soldats, des millions, il a vu une horreur nouvelle finalement. C'est une sorte de machine dévoreuse de chair humaine qui se met en place à travers la guerre de 14. On peut vraiment dire que c'est la matrice du XXe siècle et qui débouche ensuite sur les autres horreurs qu'on a connues, que ce soit le totalitarisme soviétique, que Céline a d'ailleurs pu deviner quand il a fait un voyage en URSS dans les années 30, à une époque où beaucoup de gens niaient finalement cette réalité-là, ou que ce soit le nazisme et la barbarie nazie qui s'est mise en place à partir de 1933. Donc, si vous voulez, la littérature était confrontée à un défi, et Céline, c'était une de ses ambitions, a voulu relever ce défi. Il a voulu inventer une écriture qui soit à la hauteur des horreurs, des crimes du siècle. Et donc, c'est à la fois un enjeu stylistique. Il a créé un style nouveau pour affronter ça. Et puis, c'est aussi une sorte d'entreprise littéraire qui nécessite un souffle immense et qu'il a peut-être à certains moments laissé au bord de la route d'épuisement, en tout cas d'épuisement moral et intellectuel, par certains aspects. Une horreur d'ailleurs dont on a toujours du mal à saisir exactement la dimension, tant la Première Guerre mondiale, celle de 14-18, manque cruellement d'évidence. Je disais que les rares fois où j'avais pu voir de réelles images de cette guerre des tranchées, de cette boucherie, c'était lors de l'exposition qui avait été donnée à Paris au musée Mayol et qui s'intitulait Allemagne, année noire, qui revenait sur la période de dépression en Allemagne au lendemain de la défaite, et où des cortèges entiers de gueules cassées envahissaient les rues, et des peintres, des dessinateurs qui étaient tout comme Céline, de tout jeunes gens envoyés sur le front, ont pu, comme ça, à l'arraché, faire quelques croquis et peintures qui étaient d'une violence véritablement estomacante, et qui laissaient penser qu'on n'avait jamais eu, au fond, de véritables images devant les yeux de ce que ça avait dû être, sans compter, bien évidemment, le vacarme, le nouveau vacarme des nouvelles armes de la Première Guerre mondiale. Et votre film nous permet effectivement de découvrir Céline par, puisqu'il s'agit aussi du style célinien, mais d'un style qui a rapport dans sa percussion avec cet univers qu'il a traversé, celui de la Première Guerre mondiale. Oui, c'est certain. Il y a une façon de faire en sorte que le style porte le message, et ce message, c'est que le monde, la machine à dévorer de l'humain, elle est incroyablement ramifiée. Il y a une capillarité. Donc, il y a non seulement cette guerre de 14, on peut dire que dans Le Voyage au bout de la nuit, Céline est un des plus grands peintres de cette guerre. Il y en a d'autres. On peut penser à Remarque,
d'Arc, par exemple, à l'Ouest rien de nouveau, c'est un livre magnifique et qui rend vraiment compte de l'horreur de cette guerre, par exemple. Mais bon, Céline le fait magnifiquement dans la première partie du Voyage, mais il y a aussi d'autres aspects qui sont liés. La colonisation, l'horreur du fait colonial dans tout un tas d'endroits, le taylorisme, l'industrialisation massive, tous ces aspects-là qui sont finalement des épiphénomènes de cette espèce de révolution globale des conditions de la vie, sont traités par Céline dans ce livre complet qui est Le Voyage au bout de la nuit. Donc, de ce point de vue-là, c'est très impressionnant. Marc-Édouard Nab, qui est l'un de vos protagonistes dans le documentaire, dit « il démode les autres ». Est-ce que vous partagez ce point de vue, Antoine Demeaux ? Je pense qu'en tout cas, il donne le sentiment de démoder les autres. Je suis pas certain qu'il le fasse effectivement, parce qu'il y a eu d'autres grands écrivains et Céline n'est pas le seul. Et puis, j'aime pas tellement non plus l'idée de dire c'est le plus grand et ensuite en numéro 2 Proust et puis les autres se partagent le podium. Mais c'est vrai qu'avec Joyce, par exemple, il partage un peu, j'entends Céline, cette idée de « après moi, l'herbe ne risque pas de repousser tout de suite ». Oui, c'est des grands révolutionnaires, c'est des gens qui mettent le feu à la baraque, si vous voulez. Donc de ce point de vue-là, ils ont une aura que d'autres écrivains n'ont pas, qui rend d'autres écrivains, en tout cas, plus confidentiels, sans forcément les démoder. Mais je voudrais préciser une chose avant qu'on aille plus loin. C'est vrai que ce film, on l'a appelé Le procès Céline, parce que ça nous paraissait indispensable de rendre cette justice à Céline, qu'il valait bien un débat contradictoire. C'est vrai qu'aujourd'hui, tous les films qui ont été faits sur Céline sont forcément des films à charge, puisqu'on ne peut que insister sur le fait qu'il a été véritablement un des porte-voix de l'anti-judaïsme, en tout cas de l'antisémitisme dans les années 30, et qu'ensuite il n'a pas changé d'opinion pendant l'occupation. Donc si on fait un simple portrait de Céline, on ne peut être qu'à charge. Si on fait un film qui s'appelle Le procès Céline, alors là, on peut mettre les pièces du dossier sur la table, les éléments du puzzle, on les rassemble, et on peut donner la parole finalement à des gens qui vont être des avocats de la défense, comme Marc-Édouard Nab que vous citiez, ou d'autres qui seront bien sûr des avocats de l'accusation, comme Serge Klarsfeld par exemple, qui a également la parole dans notre film, et qui a été celui qui a tapé du poing sur la table à l'époque où, de façon un peu légère, Céline avait été mis dans la liste des célébrations nationales, qui est une sorte d'événement un peu pompier et officiel préparé par le ministère de la Culture, où effectivement Céline, aussi grand écrivain soit-il, n'avait pas vraiment sa place, parce qu'on ne va pas lui déposer des germes de fleurs sur les places de la République. Événement tout récent celui-ci, hein. Puisque... Oui, mais enfin cette année, Céline a été une grande réussite à tout point de vue. Bon, notre film en est qu'un des éléments, mais il y a eu énormément de colloques, de rééditions. On a beaucoup appris sur Céline à cette occasion. Il y a eu, les journaux en ont énormément parlé. On s'est vraiment rendu compte à cette occasion que Céline était au cœur de notre culture francophone finalement, parce que c'est vrai que d'abord il y a son style qui est quelque chose de magnifique, quoi. C'est assez rare que des écrivains soient en mesure de révolutionner il y a quelque chose d'un peu de Saint-Simon, vous voyez, c'est peut-être le Saint-Simon le plus grand écrivain de la langue française, parce qu'il y a une inventivité, un souffle qui n'a jamais été égalé par ailleurs, ou Proust. Bon, c'est vrai que chez Céline, il y a quelque chose de ce calibre-là. Antoine Demeaux, nous allons entendre un nouvel extrait précisément pour entendre les paroles contradictoires de ce procès Céline que vous avez réalisé en compagnie de Alain Moreau, et on se retrouve tout de suite après. Il écrit par exemple à Marie Canavaggia, sa secrétaire, en 1946, « Mes foutus livres ne veulent plus rien dire ». Il parle de ses pamphlets. Et c'est à cette période-là qu'il va dire « J'étais fait pour m'entendre avec les Juifs ». Alors comme il est antisémite, il ne dit pas « J'étais fait pour m'entendre avec les Juifs », il dit « J'étais fait pour m'entendre avec les Youtres ». « Ah, j'étais fait pour m'entendre avec les Youtres », dit-il à son ami Paraz en 1948. « Eux seuls sont curieux, mystiques, messianiques à ma manière. » Et mystique, en fait, chez lui, ça veut dire raciste. C'est sa seule mystique, c'est le racisme. Quel est le genre d'homme que vous aimez le plus ? Le constructeur. Et que vous détestez le plus ? Le destructeur. Le constructeur, c'est l'arien, le destructeur, c'est le juif. Il tient un double langage. Pour le grand public, l'air de rien, et puis pour les fidèles, il y a en quelque sorte un langage secret, codé. À partir de 47-48, Céline cherche à avoir confirmation que les chambres à gaz n'ont pas existé. Et on a là le premier moment, je dirais, de l'argumentation négationniste. Constatons que Céline a choisi d'assumer et son génie et son ignominie,
sans jamais accepter de se renier. Chez lui, nul remords ni contrition. Comme si son œuvre le garantissait de l'oubli, le personnage est imperméable à l'histoire, au risque d'en revendiquer le versant le plus obscur. C'est bien avec raison qu'un demi-siècle après sa mort, son procès demeure ouvert. Il est probable que des écrivains soient des condensateurs du temps et de l'époque dans laquelle ils vivent. Ils sentent qu'ils sont là pour prendre sur eux toute l'horreur ou tout le mensonge d'une époque. Ça s'appelle être tout à coup un bouc que tout le monde va désigner pour s'innocenter du crime. Je me complais dans mon rôle de l'avocat du diable. D'abord parce que, en bon juif, j'aime bien le diable d'une certaine manière. Mais si on me demandait mon avis en tant qu'avocat du diable dans le procès Céline, je dis acquittement immédiat. Pourquoi ? Parce que c'est un génie, mon honneur. Et vous, non. Vous qui faites le procès de Céline, vous n'êtes pas des génies. Brasillac, on le pardonne parce qu'il a payé. Drieux, on lui pardonne aussi parce qu'il s'est suicidé. Bon, il a payé d'une certaine manière aussi. Tandis que Céline, il n'a pas payé, il est mort dans son lit. Ça, c'est insupportable. Il donne à ceux qui veulent l'entendre, ils sont peut-être 1 million, peu importe, des armes pour justifier l'extermination d'une certaine catégorie d'êtres humains. Dire après que ce ne sont que des phrases, que c'est du bruit avec la bouche, c'est d'une certaine façon nier tout sens à l'écriture, y compris journalistique, à la littérature, au verbe. Si je prends en piquant au hasard dans le mémorial de la déportation des Juifs de France n'importe quel destin, c'est un destin beaucoup plus tragique que celui de Céline. Et lui s'en est bien tiré, et des milliers d'autres victimes de sa passion à lui s'en sont beaucoup moins bien tirées. Il est donc responsable et coupable. Mais ce qui caractérise Céline, c'est que contrairement à d'autres collaborationnistes qui étaient allés eux-mêmes très loin, il ne reconnaît jamais sa responsabilité et sa culpabilité. Bien au contraire, il procède à une inversion qui, pour le coup, est véritablement satanique, puisqu'il se présente comme une victime. Au fond, le juif, c'est lui. Et je creverais en disant que j'ai été injustement traité. J'ai été dépouillé, dévalisé, pillé, salopé, ignominé de tous les côtés, pour des gens qui n'en valent pas la peine. Voilà exactement ce que je pense. Et pas du tout, aucun complexe d'infériorité, complexe comme disent les gens, aucun complexe de culpabilité. Je trouve que tous les autres sont coupables, pas moi. Voilà comment je pense. Dans quelques instants, retour à Histoire vivante, juste après quelques nouvelles de la route. Infotrafic, RTS. Dans la localité de Romanel-sur-Lausanne, la route de Neuchâtel est fermée dans les deux sens à la hauteur du centre commercial suite à un accident. La réouverture est attendue vers 16h environ. Et sur l'axe Lucerne-Chiasso, les véhicules sont en colonne sur 6 km entre Amsteg et l'entrée nord du tunnel du Gothard en direction du Tessin, soit 1 heure d'attente environ. Pour les automobilistes en provenance du nord de la Suisse, il est conseillé d'emprunter l'autoroute A13 par Coire et Bellinzone. Histoire vivante, cette semaine, Céline. Suite de l'entretien avec Antoine Demeaux, réalisateur du documentaire Le procès Céline. Un nouvel extrait du procès Céline, le documentaire de l'histoire vivante à voir dimanche soir sur RTS2. Nous sommes aujourd'hui en compagnie du réalisateur de ce documentaire, Antoine Demeaux, qui est avec nous en duplex à Paris. Nous parlions juste avant cet extrait des paroles contradictoires qui étaient l'occasion, dans une scénographie de procès, de permettre de
regarder Céline en ne produisant pas forcément un film strictement à charge. Quand il a fallu organiser les invitations à ce casting-là, entre les pour, les contre, ceux qui sont encore en faveur et ceux qui sortent le revolver dès qu'on leur parle de Céline, avez-vous essuyé beaucoup de refus ou des gens qui étaient très empressés de parler, qui avaient envie de dire beaucoup de choses? Comment ça s'est passé pour votre équipe, Antoine Demeaux? Écoutez, je crois qu'on a été très heureusement surpris parce que toutes les personnes que nous avons contactées ont en général accepté de témoigner dans le film, d'apporter leur contribution. De but en blanc. Oui, qu'ils soient des contempteurs de Céline ou qu'ils soient plutôt des Céliniens patentés. Et puis bon, il y avait aussi tout un tas d'intervenants qui étaient plutôt, on pourrait les qualifier d'experts, c'est-à-dire ne sont pas des gens qui sont pour ou contre. Bon, c'est vrai que quelques-uns sont plus passionnés que les autres, mais la plupart ce sont des gens qui nous ont aidés en répondant à nos questions à apporter de la nuance, justement, à comprendre. Et je crois que dans les procès, c'est aussi de ça qu'il s'agit. On essaie de comprendre avant tout, même si notre procès, d'ailleurs, nous le disons à la fin, mais c'est pas un procès qui doit déboucher sur un verdict, évidemment. En tout cas, il doit permettre de mieux comprendre finalement ce qui a pu se passer à travers Céline et de mieux comprendre qui il était finalement. Il y a un côté portrait dans les procès et le procès de Céline, le portrait de Céline, on a senti qu'il y avait quelque chose qui pouvait jouer à ce niveau-là. Et bon, c'est vrai que en même temps, il fallait pas que nos intervenants se croisent trop dans les couloirs. Donc, on a effectué une sorte de noria de façon à ce qu'ils puissent se succéder sans se croiser devant notre caméra. Et nous les avons installés dans un lieu qui était finalement qui avait l'atmosphère d'un prétoire, si vous voulez, avec des boiseries. Et tout le fonctionnement du film, qui est c'est pas un docu-fiction, hein, c'est pas une fiction de procès. Il n'y a pas de président de tribunal en toge qui donne des coups de marteau. Donc tout est dans la suggestion. Et du point de vue de la réalisation, il fallait arriver à quelque chose de très fluide, où les intervenants apparaissaient sans qu'on ne soit obligé d'insister dessus, comme des gens qui témoignaient à la barre. Donc on les a filmés dans cette atmosphère de boiserie. Et puis, bon, il y a également les archives qui sont assez extraordinaires de ce point de vue-là, parce que Céline a été filmée à plusieurs reprises dans les années 50, et il se comporte finalement dans ses interviews comme quelqu'un qui est sur la défensive, qui est soumis justement à un procès. Donc il a l'air d'un condamné, et je crois même qu'il en joue, y compris dans son allure vestimentaire et dans sa coupe de cheveux. On a l'impression que c'est un condamné à mort qui va bientôt passer sous la guillotine. Donc on s'est appuyé sur cette mise en scène de l'époque des interviews de Céline, ou après la guerre, où il essaye de plaider sa cause, et on les a utilisés comme s'il était lui-même présent dans le box. Et de ce point de vue-là, là aussi, ça fonctionne de façon assez étonnante. Et puis bon, bien sûr, on a filmé des images de prétoire, de tribunal, pour rendre présente cette notion de débat contradictoire, de justice, de procès en cours. Alors un des journalistes qui a fait une longue carrière sur les ondes de la radio romande, Albert Sbinden, a fait partie de ces journalistes qui ont rencontré Céline et qui l'ont qui ont eu un long entretien avec lui. Les entretiens de Sbinden ont été d'ailleurs l'objet de disques plus tard, d'abord vinyle, puis après disque audio numérique. Louis-Albert Sbinden revient justement dans cette archive sur sa rencontre avec Louis-Ferdinand Céline. Il y avait son chien, il y avait ses manuscrits, il était là dans son fauteuil, crachotant. En dessus, il y avait le cours de danse de sa femme. Bref, il était chez lui. Et là, je crois que j'ai eu la chance de saisir Céline dans un moment de grande vérité, j'allais presque dire d'un grand abandon. Et c'est pourquoi on a finalement choisi mon interview pour en faire un disque. Étiez-vous ému en interviewant de tels personnages ? Ça dépend. Moi, j'étais pas trop célinien, je dois dire. Évidemment, on avait lu Le Voyage et on avait vu que c'était un chef-d'œuvre, une grande œuvre, mais je dois dire que comme j'étais assez politiquement motivé, je dois dire que son attitude à l'égard des Juifs et pendant la guerre
Et quand j'écoute de nouveau ce disque, je regrette de ne pas lui avoir posé des questions plus précises sur son attitude à l'égard des Juifs. Là, disons que j'étais un petit peu gêné de le faire, un peu gêné. Voilà, Louis-Albert Zbinden avoue qu'il aurait bien voulu en dire un peu plus s'il avait su surmonter sa timidité. Vous-même, Antoine Demeaux, est-ce que vous vous êtes mis inconsciemment ou vous avez imaginé vous trouver en face du personnage et est-ce que vous vous êtes figuré l'attitude que vous auriez pu avoir ou auriez-vous eu des questions particulières à poser à Céline? Et est-ce que ces questions vous sont venues en chemin? Écoutez, ça m'aurait beaucoup embarrassé, parce que c'est vrai que c'est un personnage en même temps fascinant. C'est vrai qu'on se demande si on aurait pu être éventuellement amis avec lui. Bon, il y a eu des gens admirables, qu'on admire beaucoup, qui avaient une passion pour lui, hein, que ce soit par exemple Michel Simon ou Roger Nimier. C'était je veux dire, ils admiraient beaucoup Céline, ils se sont beaucoup amusés avec lui. Je crois que Céline était très drôle. Et je pense que de ce point de vue-là, ça devait être assez plaisant de le rencontrer. Et en même temps, il y a un côté, il y a une désespérance chez lui qui effectivement peut sembler un peu difficile à surmonter quand on est face à lui, quoi. Enfin, c'est vrai qu'on sent que c'est quelqu'un qui doit être assez manipulateur, et quand on se retrouve face à quelqu'un comme ça qui va vouloir vous mettre dans son jeu de façon plus ou moins consciente c'était quelqu'un d'incroyablement intelligent et subtil, et je crois qu'il a joué un peu au chat et à la souris avec les journalistes qui l'ont interviewé après la guerre. Bon, c'est vrai que c'était il avait réussi à passer entre les mailles du filet de la justice et finalement à se faire amnistier. En même temps, est-ce qu'il fallait qu'il soit condamné? J'en sais rien, parce que c'est vrai qu'il a toujours été aussi assez subtil dans sa façon de se compromettre. Il n'écrivait pas de lettres de dénonciation, mais des lettres aux journaux. Il mettait de l'huile sur le feu, mais en gardant un pied ailleurs. Il était à la fois du côté de l'idéologie, mais aussi du côté de la littérature. Ses pamphlets, il les a écrits avant la guerre, avant que tous ces horreurs aient lieu. Donc c'est difficile, c'est pas à nous de dire il aurait fallu le condamner ou il aurait pas fallu le condamner. On peut que se retrouver face à cette espèce d'énigme vivante et la questionner et ne rien cacher finalement de ce qu'il a été, de ce qu'il a fait, sans non plus donner trop d'importance aux choses. Enfin, je veux dire, c'est un jeu d'équilibre. Si on présente Céline comme le seul auteur de textes virulents contre les Juifs, on passe à côté de tout ce qu'il a apporté à la littérature, et puis aussi à une certaine justice qu'il fallait rendre à l'humanité souffrante, et qui est passée aussi par ses romans. Donc c'est très difficile d'avoir des opinions tranchées sur lui, quoi. Alors je comprends en même temps le sentiment de Monsieur Zbinden, parce que je crois que il avait sans doute eu le sentiment d'avoir été en partie instrumentalisé par Céline, mais en même temps je crois que son entretien est un des plus incisifs qui ait eu lieu après la guerre avec Céline, et Céline d'ailleurs s'énerve dedans, si je me souviens bien, et s'auto-justifie, et on sent que c'est pas seulement le personnage un peu patelin qu'il cherche à faire percevoir dans ses entretiens. On sent qu'il y a chez lui une rage, une violence rentrée qui ne cadre pas forcément avec l'image qu'il cherchait à donner de lui-même après la guerre. À propos d'image, il en est une dans votre documentaire, Antoine Demeaux, où une larme semble couler de l'œil de Céline. Alors si on arrive à la recontextualiser, c'est à la suite d'une question, d'une remarque, puisque vous avez eu la continuité de l'archive, alors que nous avons que cet instant-là. Écoutez, cette larme, elle est effectivement très belle, mais elle reste parfaitement énigmatique. C'est un problème ça peut être un problème de conjonctivite. N'oublions pas que Céline était médecin, donc un peu malade aussi, forcément. Et puis il y avait aussi les larmes du crocodile. Vous savez que les crocodiles parfois versent des larmes. Et puis bon, peut-être aussi qu'il y avait une émotion, parce que Céline, c'est l'émotion, c'est un des maîtres de l'émotion en littérature. Il n'y a pas plus émouvant que certaines pages de Céline. Il y a plein de passages incroyablement émouvants, et ça aussi, ça fait partie de l'énigme célinienne, c'est-à-dire comment quelqu'un qui a rendu une émotion telle a pu ensuite passer par perte et profit le massacre des innocents, quoi. Enfin, il est pétri de contradictions, et en ce sens, il est profondément humain aussi. Il nous renvoie à nous-mêmes, c'est ça surtout. On n'est pas ses juges, on
on est finalement face à un miroir, il nous renvoie notre propre image, quoi. C'est ça. C'est souvent ça aussi d'ailleurs les procès. Quand on lit les comptes rendus des grandes plumes, si vous voulez, qui rendent compte des grands procès d'assises, on est toujours frappé par la part d'humanité profonde qu'il peut y avoir chez les pires criminels. Alors Céline, je ne le mets pas non plus dans les pires criminels parce que je sais pas de ça qu'il s'agit, mais enfin, je veux dire, ce qui nous dérange chez lui, c'est ce qui nous renvoie à nous-mêmes. D'abord, il faut pas l'oublier. Il y a parmi vos intervenants Pascal Horry, un historien. Il fait partie de ceux qui concluent, si ma mémoire est bonne, votre documentaire. Avec une phrase qui dit si on ne l'entend pas forcément coupable, cela correspond à nier le sens du verbe. C'est une phrase complexe et que sans doute n'aurait pas pu prononcer un écrivain. J'aimerais bien avoir votre point de vue, Antoine Demeaux, sur cette phrase, parce qu'elle est elle a une énorme richesse. Elle touche la question de la liberté d'expression, elle touche la limite du mot, du verbe, elle touche l'idée que le verbe a forcément un sens et elle touche des questions morales. Alors voilà, c'est une phrase en mosaïque. Oui, moi je crois qu'effectivement ce qu'a dit Pascal Horry à ce moment-là était quelque chose de très profond. Parce qu'il pose finalement une question qui ne peut arriver finalement qu'en conclusion de notre procès, mais qui en même temps est au cœur de ce que nous cherchons à explorer. C'est la question de la responsabilité de l'artiste. Qu'il soit écrivain ou même peintre, l'artiste a une responsabilité. Sinon, la seule chose qui permettrait de dire que finalement l'artiste n'a pas de responsabilité, c'est que la vérité n'existe pas, que tout soit vrai et son contraire. Si d'une façon ou d'une autre on a foi dans l'existence d'une vérité, même si on peut ne pas chercher à se présenter comme en ayant le monopole, parce que personne effectivement n'a le monopole de la vérité, mais on peut avoir foi dans la vérité. Et à partir du moment où on a foi dans la vérité, dans l'existence d'une vérité qu'on cherche à approcher le plus possible, eh ben on ne peut pas, l'artiste ne peut pas s'exonérer de sa responsabilité. Et c'est vrai que ce débat il est très profond, très large, il traverse tout le XXe siècle en particulier, puisqu'il y a eu beaucoup de crimes qui ont été commis et les écrivains ont été souvent réquisitionnés de façon consciente ou inconsciente pour servir de caution ou servir de cache-sexe finalement à ces crimes. Et je crois qu'on peut pas faire l'économie de cette question. Et c'est vrai que les défenseurs de Céline, ils sont sur une position souvent un peu inverse de celle de Pascal Horry. Ils disent c'est un génie, donc un génie, on lui pardonne ses mesquineries, on lui pardonne ses petitesses parce que finalement l'art est plus grand que le misérable petit tas de secrets dont parlait André Malraux. Mais je crois que la question est posée et effectivement il y a un débat qui reste totalement d'actualité, de ce point de vue-là. Et notamment français, je vous dirais. Français, mais mondial aussi, parce que finalement aujourd'hui, c'est pas des écrivains français qui sont confrontés au totalitarisme, c'est dans d'autres pays, c'est en Chine, c'est dans des pays arabes, et là, la question de la responsabilité de l'artiste, elle reste entièrement posée avec son caractère crucial. Donc je crois que ce débat, il est universel, il n'est pas seulement franco-français. Antoine Demeaux, vous nous redonnez le titre de votre documentaire, s'il vous plaît ? Il s'appelle Le procès Céline, et c'est donc un documentaire de 52 minutes. Je voudrais rendre hommage à deux personnes qui sont Didier Sandre et Marie-Christine Barrault. Ce sont eux qui font les voix de notre film. Marie-Christine Barrault qui a un peu le rôle de ce juge invisible qui mène les débats finalement et qui sert de narrateur au film. Et Didier Sandre, magnifique comédien que vous connaissez tous, qui a joué de grands rôles, en particulier au cinéma, dans des films d'Éric Rohmer par exemple. Prête sa voix finalement au texte de Céline et il le fait d'une façon absolument magnifique, sans outrance, sans outrance inutile.
Ni affectation et ne suivez pas mon voilà, regard, nous pensons il a ce côté extrêmement rigoureux qu'il faut avoir quand on aborde la littérature de Céline, parce que c'est une littérature millimétrée. Céline, c'est un immense styliste qui fait semblant d'écrire sans travail, mais on sait que par exemple le manuscrit de Mort à crédit a été réécrit 8 fois. Enfin, c'est absolument inouï le travail de dentelle que faisait Céline pour atteindre vraiment le mot juste ou la phrase juste. Donc de ce point de vue-là, Didier Sand lui rend vraiment hommage. Et ces textes, ces lectures de Céline ont pour support des images que nous avons tournées dans un théâtre de marionnettes à Paris, qui est un des plus vieux théâtres de marionnettes de Paris, qui se trouve au Jardin du Luxembourg. Ce sont des marionnettes qui ont été fabriquées avant les années 30 ou dans les années 30, donc elles ont, d'un point de vue visuel, un rapport avec l'époque que nous traitons. Et c'est vrai que quand on regarde les personnages de Céline, il y a toujours un côté un peu caricatural, quoi. Ce sont des pantins humains, quoi. C'est la marionnette humaine. Il y a ça aussi chez Proust, d'ailleurs. La littérature de Proust, Le Voyage au bout de la nuit, c'est aussi un théâtre de marionnettes. Les deux plus grands écrivains, enfin ceux qui ont la réputation d'être les deux plus grands écrivains du XXe siècle, sont dans une certaine mesure des marionnettistes. Donc ça m'avait paru très intéressant du point de vue visuel, puisqu'on avait besoin de créer une matière visuelle nouvelle pour rendre cet univers de Céline. On utilise aussi un peu des archives audiovisuelles, mais on pouvait pas utiliser que ça. Dans le film précédent d'Alain Moreau, il avait fait appel au dessinateur Tardy qui a fait des bandes dessinées à partir des œuvres de Céline pour illustrer son documentaire, mais ça je voulais absolument l'éviter parce que c'est une image de Céline qui est trop dans nos têtes et je voulais en sortir, créer quelque chose de nouveau. Et donc c'est pour ça que nous avons ces marionnettes et elles apportent beaucoup au film parce que d'abord elles nous rappellent aussi qu'il ne faut pas non plus se prendre trop au sérieux et que ce procès de Céline n'est qu'un objet audiovisuel finalement. On n'est pas des justiciers qui essayons de faire le travail de la justice à sa place. Il ne s'agit pas de ça, il s'agit surtout de donner à comprendre, de donner à voir aux téléspectateurs d'une façon qui soit vraiment passionnante. Et donc les marionnettes finalement nous y aident, elles nous accompagnent dans ces lectures, elles nous ramènent finalement à cette espèce de dérision flamboyante et terrifiante qui est aussi au cœur de l'œuvre de Louis-Ferdinand Céline. Et puis après tout, puisque vous avez prononcé le mot dentelle, qui revient souvent dans la bouche de Céline, eh bien, laissons-lui le mot de la fin. Merci à vous, Antoine Demeaux. Merci beaucoup. Rendez-vous sur RTS2 dimanche soir pour découvrir Le procès Céline, le nouveau documentaire d'histoire vivante, un film signé Alain Moreau et Antoine Demeaux. Histoire vivante, proposée par Jean Leclerc, avec aujourd'hui la collaboration de Corinne Rochat, Valérie Dantan et Thierry Châtel. Vous pouvez nous écrire ou télécharger nos émissions sur notre site internet rts.ch/histoire vivante ou commander des CD de l'émission en appelant le 026 323 24 24. Vous écoutez La Première, il est 16h.